J'ai compris. I understand. Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de Heroes Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de me trouver avec Jean-Philippe Ackermann. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Martine, comment allez-vous? Bien, merci. J'espère que vous aussi. Excellent, excellent. Donc, Jean-Philippe, vous vous qualifiez de chef d'entreprise autodidacte, on en parlera bien sûr dans le podcast, consultant en redressement d'entreprise et conférencier en optimisme et en motivation des équipes. Hein. Vous avez écrit un livre au titre évocateur qui a titillé ma curiosité, qui s'appelle Aussi fine sur la tranche, elle a toujours deux faces, hein, qui est une expression alsacienne, vous m'avez dit quand on a préparé. Asiatique, asiatique, Oh, asiatique, pardon, qui est une pas expression alsacienne. asiatique. Mais pourquoi pas alsacienne après tout, My bad. Martine? Non, 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 c'est une expression asiatique. Qui veut dire qu'on a toujours le choix par rapport à l'événement. On a toujours le choix de la lecture. Après tout, les Voilà. Alsaciens peuvent être aussi. Voilà. Donc, livre à découvrir, en tout cas, ça m'a titillé ma curiosité. Et Jean-Philippe, en fait, vous m'avez dit avoir la conviction du bonheur et de l'optimisme. Comment ces convictions sont entrées dans votre vie, Jean-Philippe? Oui, comment ça m'est venu en fait, ces deux convictions? Parce qu'en fait, quand j'ai redressé les boîtes, souvent je dis c'est que la réussite de l'entreprise passe par le bonheur des collaborateurs et l'optimisme aussi des dirigeants. Mais ça vient, comment le construire? Comment on construit cette conviction? En fait, j'ai 21 ans et à 21 ans de ma génération, on part à l'armée et je fais l'armée en Allemagne et je suis ordonnance du général qui dirige les forces françaises en Allemagne. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce général. Je suis chez lui, il m'apprend beaucoup de choses. Et il décède. Et quand il décède, forcément, puisque je suis son ordonnance, je fais partie de la chapelle ardente et je me retrouve à la tête de la droite de ce général mort. Et toutes les personnes, les officiels défilent pour lui rendre honneur. Et le soir, je rentre dans ma caserne et j'avoue que le gamin, le jeune homme insouciant, enthousiaste, est un peu perturbé. Et pendant des semaines, je ne suis pas bien. Pendant des semaines, je réfléchis. C'est mon premier contact à la mort. Et en fait, je me dis un soir, je me dis, mais. Et c'est ce que j'appelle ma révélation. Je me dis, en fait, on vit qu'une fois. Non, pas qu'une fois, une seule fois. On vit qu'une fois. Alors, les bouddhistes vous diront qu'on peut vivre plusieurs vies, mais pour moi, je vis qu'une fois. Je me dis que je ne peux pas faire le chemin retour, ce qui est dit, ce qui est fait, et que quand je calcule notre espérance de vie, on est à peu près à 30 000 jours. Et à 21 ans, tu as vécu à peu près 7 000 jours. Et donc là, je me dis, mais ce que je veux, c'est que le reste de ma vie soit extraordinaire, c'est que chaque jour soit un jour fabuleux. Et je prends une décision, une vraie décision, une décision mûrie, qui est d'être heureux le reste de ma vie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire le reste de ma vie quand je prends cette décision-là. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Je peux vous dire que le bonheur, c'est un choix et ce n'est pas une conséquence. Et que ce choix, ça a valeur de rebond, de résilience quand on a des difficultés ou quand ça ne va pas. Ça, c'est ma première conviction. C'est à 21 ans, je décide d'être heureux le reste de ma vie. Deuxième conviction, celle de l'optimisme. Celle de l'optimisme, en fait, j'ai une chance inouïe. Alors, vous savez que l'optimisme entraîne la chance, ou la chance entraîne l'optimisme, c'est itératif, tout ça. J'ai une chance inouïe parce que, Martine, vous l'avez dit dans la présentation, je suis un chef d'entreprise autodidacte, on en rappellera peut-être plus tard, et qu'à 27 ans, on m'offre la direction d'une entreprise, je n'ai pas de compétences managériales, je suis autodidacte, on m'offre la direction d'une entreprise, c'est une mutuelle, 75 salariés, et j'apprends qu'elle est en très grosse difficulté. Et donc, je me dis que, puisque je n'ai pas de compétences managériales, je vais mettre en place la conviction du bonheur, puisque moi, je me suis donné cette conviction-là, je vais la donner à mes collaborateurs. Et je prends une deuxième décision, qui devient ma deuxième conviction, c'est que je me dis que si j'arrive le matin en faisant la tête, en étant négatif, en disant que c'est compliqué,
en disant que c'est difficile, que c'est Mm. pas sûr qu'on s'en sort, je suis sûr du résultat. Donc, je décide que tous les matins, je serai sur le projet, sur le futur, sur la poignée de main, sur le regard bienveillant, sur le bonjour, sur le sourire. Et ma foi, au bout d'un an, on a redressé l'entreprise grâce à ces deux convictions, le bonheur des équipes et l'optimisme du dirigeant. C'est pour ça que j'ai créé cette fameuse phrase que la réussite de l'entreprise passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme de ses dirigeants. Mm. Donc l'optimisme mène à la performance. Après, j'ai appris, comme le dit Baden-Powell, que l'optimisme est une forme de courage. Il faut être courageux pour être optimiste, surtout en ce moment. Parce que à partir du moment où je fais que Justement, c'était la question, Jean-Philippe, du coup, pardon de vous couper, mais la question, c'était justement, quelle est votre définition de l'optimisme? Parce que je sais que tout le monde n'a pas sa définition de l'optimisme. Oui, 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 oui. Alors, moi je n'ai pas de définition propre. Moi, je prends celle qui me plaît le plus, comme je viens de vous le dire, celle de Baden-Powell. Ça, vraiment, elle me plaît parce que je l'ai appliquée comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire sans savoir que ça existait, cette expression-là, cette définition-là. Baden-Powell nous dit, vous savez, c'est le fondateur du scoutisme, il nous dit l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux équipes et qui crée le succès. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que être optimiste, c'est être courageux. C'est de Oui. se dire, j'ai ma place dans l'avenir, et c'est justement quand c'est difficile qu'il faut être optimiste. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Ah, j'aime les anecdotes. Vous savez qu'il y a, Aussi. vous savez qu'il y a, comme tout le monde, qu'il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Bien. L'autre jour, j'écoute sur LCI une députée ukrainienne qui raconte comment ils vont reconstruire le pays alors qu'ils sont en pleine guerre. Et le journaliste lui dit, Madame, vous êtes quand même très optimiste. Et elle de répondre, écoutez bien la réponse, elle de répondre, comment voulez-vous qu'on gagne la guerre si on n'est pas optimiste? C'est-à-dire qu'elle a compris Ah, que l'optimisme n'est pas n'est pas n'est pas une conséquence. Elle a compris que l'optimisme est un moyen. Et dans les entreprises, ben, c'est ce moyen que j'ai exploré. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en étant optimiste au quotidien, et j'en ai fait toute ma carrière, on peut entraîner, on donne confiance et on mène au succès et on peut développer des entreprises. Donc, je n'ai pas de définition propre. Moi, la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est vraiment celle de Baden-Powell, que je répète parce qu'elle est vraiment fabuleuse. Pardon. L'optimisme est une forme du courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès. et qu'est-ce que c'est qu'un manager qui est optimiste, par exemple, des exemples concrets? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit pas? Le manager, je voudrais, avant de répondre à cette question, venir sur une parole d'Épithète. Une parole d'Épithète, parce que j'aime bien Épithète. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a juste 2000 ans. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas. Vous savez, on veut toujours que tout soit nouveau, tout soit moderne, etc. Et lui, il a 2000 ans. Et il nous dit ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et le bouquin que j'ai écrit, expression asiatique et non pas alsacienne, le bouquin que j'ai écrit Aussi fine sur la tranche a toujours deux faces, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant chaque événement, j'ai à ma disposition deux lectures possibles. Ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. J'ai à ma disposition deux lectures possibles. Je peux voir le négatif, parce qu'il existe, mais je peux voir le positif. Je peux voir les problèmes, je peux m'appesantir sur les problèmes, ou je peux aller rechercher les solutions. Je peux voir la menace, ou je peux aller regarder les opportunités. Et donc, ça veut dire quoi un chef d'entreprise optimiste? Un chef d'entreprise optimiste, c'est quelqu'un qui va transformer le négatif en positif, qui va transformer le problème en solution, qui va transformer la menace en opportunité. Et donc, de chaque, et là, la même, souvent on me dit, mais est-ce que l'optimiste est réaliste? Il est aussi réaliste que le pessimiste. C'est-à-dire que le pessimiste ou l'optimiste voit la même réalité, mais l'analyse de l'optimiste est complètement différente. Et donc, un manager optimiste, c'est quoi? C'est un manager qui sait que dans toute la journée, il va se trouver devant des problèmes, des problématiques, des questions, des doutes, et qu'il va, comme je disais tout à l'heure, être comme une machine à laver, transformer ses doutes en enthousiasme, transformer les problèmes en solutions, et qui va, avec les équipes, et je dis bien avec les équipes, travailler sur le projet, travailler sur le futur, travailler sur le chemin,
travailler sur les technologies, sur les techniques. Donc l'optimisme, c'est un état d'esprit avant tout, hein, qui imprègne tous les actes, toutes les décisions, en fait, tout ce que... C'est un état d'esprit parce que pour moi, il y a trois piliers de réussite d'une entreprise. Il faut une stratégie claire, il faut les meilleures compétences possibles, il faut un mindset puissant. Mais le mindset représente pour moi 85% de la réussite. Pourquoi? Parce que je peux avoir une stratégie très très claire. Et j'ai trouvé ça dans les entreprises que je redressais. Je peux avoir des meilleures compétences. Mais si je n'y crois plus, si le dirigeant n'y croit plus, si le dirigeant est négatif, si le dirigeant est constamment sur c'est pas bien, vous ne faites pas bien, vous pouvez faire mieux, sur la contrainte, etc., ça ne fonctionne pas. Alors que l'inverse fonctionne. Ça veut dire que je ne peux ne pas avoir de belles stratégies, je peux ne pas avoir les meilleures compétences. Mais si j'y crois, ça fonctionne. Je l'ai expérimenté quand j'ai repris mon entreprise, quand j'ai repris la mutuelle à 26, à 27 ans. Je l'ai expérimenté sur toutes les entreprises que j'ai repris après. Et je l'ai expérimenté pendant le Covid, où avec mon associé, avec trois amis, on a créé une plateforme, millésime.best, où on a aidé plus de 2300 chefs d'entreprise. Alors, nous n'avions aucune compétence, aucune stratégie, mais que nous avions un mindset très, très fort, un mindset optimiste et positif. Hmm. Peut-être que Jean-Philippe, parce que votre histoire est intéressante, enfin, vos histoires sont très intéressantes, sont même passionnantes, mais peut-être que vous pouvez nous raconter votre histoire de justement de l'entreprise dont vous êtes le DG jeune, hein, 27 Oui. ans, c'est ça, et que vous réceptionnez, voilà, Ah on... ben, en mauvaise fait, en financière, fait, peut-être, c'est ma moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un bac G1, vous savez que G1, c'est sténodactylo, correspondance commerciale. Bon, les jeunes ne connaissent pas ce qu'est le bac G1 parce que ça n'existe plus depuis. Mais c'est pas faire offense. Mais c'était un bac uniquement féminin, c'était sténo, dactylo, etc. Il y avait très très peu d'hommes qui faisaient ça, etc. Et moi, ça m'a passionné. Ce bac G1 m'a passionné et je sors avec ça. Et là, je me dis, mais Vraiment parce que c'était 90% de femmes, de filles à ce ouais, moment-là. c'était 90% de femmes, donc c'était agréable, quoi. On a passé 3 ans fabuleux. Bon, et donc, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup appris, ça m'a passionné. Il y avait l'économie, il y avait la finance, il y avait la gestion, il y avait la dactylo, il y avait la correspondance commerciale. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Moi, je vois aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas présenter un courrier, qui ne savent pas même taper à la machine, en fait. Mais je ne savais pas que ça me servira plus tard. Mais à l'époque, bon, ça ne me servait pas. Et donc, je m'étais dit, quel métier je pourrais faire. Et le seul métier que j'ai trouvé, on ne demande pas de diplôme, on ne demande rien, c'était le métier de chef d'entreprise. Donc, donc, quand je suis sorti du bac à 20 ans, parce que j'étais très en retard, parce que j'étais mauvais élève, je me suis dit, je vais être chef d'entreprise, mais chef d'entreprise de quoi? J'en sais rien, mais je suis chef d'entreprise. Bon, après, je pars à l'armée, je vous ai raconté ce qui est arrivé à l'armée, où j'ai pris la décision d'être heureux. Et après, quand je suis sorti de l'armée, j'ai créé avec un copain, comme ça, sur un coup de tête, un magasin de sport dans le Gers. J'avais 23 ans. Et à 26 ans, bon, comme on ne savait pas faire, ça a été ma première faillite. Donc à 26 ans, il faut que je trouve du boulot. Il faut que je trouve du boulot. Et je suis embauché à Avignon, dans une mutuelle, qui a 75 salariés. Et mon boulot, c'est de vendre des contrats d'assurance santé aux entreprises. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais à l'époque, c'était facultatif. Donc, je tourne dans les entreprises, dans le Vaucluse, dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, tout ça. 6 mois après, ça marche bien. 6 mois après, le directeur commercial prend sa retraite. Et donc, moi, je postule et on me nomme directeur commercial parce que ça marchait bien et puis il n'y avait personne. Bon, il n'y avait que 5 commerciaux, hein. Et puis 6 mois plus tard, le directeur général, un soir, vient me voir dans mon bureau et me dit, Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite. Et là, je me dis, sacrée opportunité, il faut que je postule. Parce que si ce n'est pas moi, ça va être quelqu'un de plus âgé, 40, 45 ans peut-être, et mon tour sera passé. J'ai 27 ans, c'est ma chance, c'est une chance inouïe. Et donc, en fait, souvent, ce que je raconte, c'est que je dis, en plus, j'ai le profil. J'ai le bac G1, j'ai une faillite et j'ai jamais managé personne. Donc, j'ai le profil pour être directeur général. Bon, je postule, quelques jours se passent, le conseil d'administration se réunit et je suis nommé, à ma grande surprise, directeur général de l'entreprise 75 salariés. Quelques jours plus tard, j'apprends pourquoi. En fait, l'entreprise est en très, très grosse difficulté financière. Et le conseil d'administration se dit, on ne va pas débaucher quelqu'un de 40, 45 ans, 50 ans, c'est un piège. On n'est pas sûr que la boîte, on puisse la redresser.
Il y a le jeune qui est là, il est enthousiaste, il est positif, il en veut. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà, je me retrouve à la tête de ces 75 salariés sans compétences managériales, mais comme je vous ai raconté tout à l'heure, avec cette conviction du bonheur. Heureusement Et, que vous aviez justement. et oui, puisqu'à 21 ans, je vais décider d'être heureux. Donc je me dis que si toi, Jean-Philippe, j'étais le plus jeune de la boîte, hein, si toi, Hum, Jean-Philippe, tu as décidé d'être heureux, donne cette conviction à tes collaborateurs. Et donc, je mets en place un management, on est en 1980, hein, c'est il y a longtemps, et je mets en place un management dont on parle, dont on dit aujourd'hui bienveillant, respectueux, agile. Voilà, en fait, je me dis que si tu ne sais pas faire, va donc écouter ceux qui savent faire. Et j'ai une conviction qui est ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et ça hum. ne m'a jamais quitté. Ceux qui savent, c'est ceux qui font. Donc, pendant 3 mois, j'interviewe tous les collaborateurs pour savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, leur avenir et comment ils voient l'avenir de l'entreprise. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai la solution, j'ai le plan de développement, j'ai le plan de redressement et qu'on va mettre en place plus tard. Plus tard. Et donc, je me forge ma deuxième conviction, dont j'ai raconté tout à l'heure, qui est de dire qu'il faut absolument, puisque la situation est compliquée, puisque moi je ne sais pas faire, il faut absolument que j'ai une valeur forte qui est l'optimisme. Et donc, je décide effectivement que tous les matins, je vais dire bonjour, tous les matins, je m'occupe du personnel, tous les matins, je suis avec eux, etc. Et ce qui est marrant, c'est que une fois qu'on a fait ce plan de développement, que je vais présenter aux 75 salariés, je présente les comptes, je présente la situation depuis 3 ans qui se dégrade, je présente tout. Et je leur dis, pour l'instant, je vais prendre qu'une seule décision, une seule. Et la seule décision que je prends, c'est mettre en place l'intéressement au résultat. Et je me souviens, mon délégué du personnel qui se lève et qui me dit, Jean-Philippe, là, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Vous venez de nous dire que la boîte est en très grosse difficulté, pas loin de la faillite. Et la première décision que vous prenez, c'est mettre l'intéressement au résultat. Et j'ai eu cette réponse qui m'est venue comme ça. J'ai dit oui, parce que c'est la dernière fois que nous n'avons plus d'argent. Et effectivement, nous n'avons plus jamais perdu d'argent. Et en un an, le miracle s'est opéré parce que ces deux convictions, qui est l'optimisme, le bien-être des collaborateurs, mais aussi l'écoute peut-être, le regard bienveillant peut-être, le fait que je savais que je ne savais pas faire et que donc Hum. je m'appuyais sur l'ensemble des collaborateurs, mais le miracle s'est produit puisqu'on a sauvé l'entreprise. Bon, plus tard, après, on a progressé, j'ai appris à manager, mais je suis resté toujours sur ces deux convictions fortes. Et puis, quand à 40 ans, j'ai quitté l'entreprise, pensant que c'était la moitié de ma vie, j'espère que ce n'est pas vrai, mais puisque je pensais ça, à 40 ans, j'ai quitté l'entreprise. Et là, de 75 salariés, nous étions passés à 350. Et j'avais la fierté de servir toutes les années l'équivalent de 3 mois et demi de salaire en intéressement. Et vraiment, c'était une réussite folle, quoi. Et cette réussite, vraiment, ce que je veux répéter, elle n'est pas liée à des normes managériales, elle est pas liée à une école de management, elle n'est pas liée à l'école de commerce, etc. Elle est liée à l'école de la vie, à l'école du terrain, mais portée par deux convictions fortes, la conviction du bonheur et de l'optimisme. Et oui, parce qu'en fait, l'optimisme est contagieux, hein, le pessimisme aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on parlait de ce fameux, ces dictons, slogans, je ne sais pas quoi, euh, Ouais. asiatique et pas alsacien, hein, et les deux faces, on a le choix de voir le monde, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui, 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 oui. On a toujours le choix. On a toujours le choix, hein, mais ce qui est important, c'est d'autant plus important, d'accord, quand on est chef d'entreprise, on est modélisant, on impulse une énergie. Cette énergie-là, en fait, on a le choix de quelle énergie j'impulse. Et impulser une énergie d'optimisme ou de pessimisme, c'est pas la même chose. C'est très contagieux, Ah, hein. alors, si vous voulez, moi j'ai fait la différence entre le chef d'entreprise et le dirigeant. Moi, j'ai été dirigeant avant d'être chef d'entreprise, ou j'ai été Hum, chef d'entreprise, dirigeant, chef d'entreprise. Ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise, pour moi, il est éminemment optimiste. Parce que hum, quand on crée une boîte, on ne la crée pas pour perdre, on la crée pour gagner. On la hum, crée parce qu'on y croit. Donc, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'optimiste. Par contre, il a parfois, parce que, souvent le chef d'entreprise, c'est un autodidacte. Il n'a pas appris la stratégie, il n'a pas appris à manager, etc. Et que quand il n'a pas appris surtout que
son avion, il doit le diriger avec les turbulences du ciel, quoi, de l'activité, des guerres, du chômage, maintenant de l'inflation, du Covid, etc. Et que lui, le chef d'entreprise, c'est un pilote qui doit garder le cap et qui doit par contre fluctuer son chemin. Et trop souvent, si vous voulez, le chef d'entreprise, il dit, moi j'ai un chemin et je voudrais que le cap soit différent. Ben non, c'est le cap est immuable, c'est le chemin qui est différent. Et le chemin, il est lié par rapport aux turbulences, par rapport aux événements. Et donc, il peut avoir des moments de pessimisme, des moments où il n'y croit plus alors qu'il a fondé sa boîte, il était rigoureusement optimiste. Et c'est là que de se dire, après tout, c'est moi qui ai la double lecture possible. Laquelle lecture je vais choisir? Ok, je sais que du problème, je peux chercher la solution. La menace, je peux chercher l'opportunité. C'est là où des personnes comme vous, Martine, ou comme moi, on apporte la plus-value à un chef d'entreprise, lui redonner la vision optimiste. Le dirigeant, c'est différent. Le dirigeant, souvent, il sort de grandes écoles. Et dans les grandes écoles, on lui a appris quoi? C'est qu'il faut absolument augmenter les marges et que souvent, il augmente les marges sur la contrainte du personnel. Et pour moi, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Je n'augmente pas les marges en contraignant le personnel, j'augmente les marges en dynamisant le personnel. Vous savez, quand vous faites un plan social, ça m'est arrivé, puisque quand tu redresses des boîtes, forcément, ça nous arrive. Mais il y a façon de faire un plan social, façon de faire un plan social. Soit je m'occupe des personnes, soit je m'occupe du chiffre. Et trop souvent, on dit, bon, il suffit de licencier, on va augmenter les marges. Oui, ça dure un an. Parce qu'après, j'ai plus de ressources, j'ai plus de dynamique, j'ai plus rien. Donc ça veut dire quoi? Le dirigeant, souvent, et c'est pas péjoratif ce que je dis, je l'ai trop vu pendant mes 40 ans de carrière, c'est-à-dire qu'il est tellement façonné par une école de commerce, façonné par des théories managériales qu'il a oublié le sens du terrain. Alors que le chef d'entreprise, lui, il a le sens du terrain, mais parfois, il oublie que ce sens du terrain, il doit s'adapter à un environnement et qui est toujours contraignant. Et donc, comment j'apporte l'optimisme à ces deux personnes-là? En faisant comprendre que on travaille tous sur des émotions, que chacun de nous, nous portons des émotions, qu'on soit chef d'entreprise, dirigeant, collaborateur, salarié, ouvrier, peu importe, on a tous des émotions. Et que les émotions, contrairement à ce qu'on disait quand j'étais jeune, on ne les laisse pas à la maison, on les emporte avec nous au boulot, et que le boulot d'un dirigeant aujourd'hui de chef d'entreprise, c'est de manager ses propres émotions et de manager les émotions de ses collaborateurs. Et on a deux types d'émotions, je finis là-dessus. De faire avec, mais vraiment de faire avec. Oui, mais on a deux types d'émotions, les émotions limitantes et les émotions dynamisantes. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je dois apporter des émotions dynamisantes à mes collaborateurs. C'est l'émotion dynamisante apporte l'énergie apporte l'action, l'action apporte le résultat. Enfin, c'est ça. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment, si moi j'apporte une vision positive du futur, j'entraîne avec moi les équipes. Oui, oui. Oui. Hein, parce qu'on disait qu'effectivement l'optimisme était contagieux, positivement contagieux. Le pessimisme est aussi contagieux. Hein, Oui, alors le pessimisme est contagieux. Alors je crois, et c'est pas faire preuve de pessimisme, mais je crois que le pessimisme est plus contagieux que l'optimisme, malheureusement. Sinon, tous les Français seraient optimistes. Mais le pessimisme est plus contagieux et souvent je dis entre le verre et le fruit, c'est jamais le fruit qui gagne, c'est toujours le verre qui gagne. Ça veut dire que si j'ai une pomme avec un verre, si j'enlève pas le verre, quelques semaines plus tard, la pomme est toute pourrie. Donc dans une entreprise, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'ai trop de pessimisme, il va falloir que je prenne des décisions. Et parfois radicales. C'est pareil d'ailleurs, parce que le verbe peut être en nous à un moment, hein, ces moments de doute, de ces moments voilà, où même si on est optimiste. Donc, c'est aussi enlever ce verre en nous. C'est enlever ce verre en nous. Enlever ce verre en nous. Vous savez, moi, je fais une expérience quand je fais une conférence, c'est que il y a une vidéo qui tourne, c'est la finale du relais 400 mètres féminin à Zurich, quand au championnat d'Europe, et on voit la Française qui est quatrième et qui va gagner sur le fil, qui va gagner la victoire. Et tout le long de ce dernier tour, le commentateur dit on n'y arrivera pas, c'est pas possible, etc., etc., etc. Et là, je dis à l'Assemblée, honnêtement, est-ce que vous pensez que la coureuse française, si elle a une oreillette, elle gagne? Et tout le monde me dit non, elle ne peut pas gagner. Avec tout le négatif qu'envoie le commentateur, elle ne peut pas gagner. Et je dis, puisque je suis coquin, je vais vous poser une question. Est-ce que parfois nous ne sommes pas nous-mêmes ce commentateur? Là, tout le monde dit, ben oui, parfois on est ce commentateur. Et on s'étonne de ne pas gagner. Donc vous êtes d'accord que si elle a une oreillette, elle ne peut pas gagner,
Mais nous-mêmes, nous sommes notre propre commentateur à nous dire c'est pas possible, c'est compliqué, c'est difficile, on va pas y arriver. Et on se dit c'est bizarre, j'y arrive pas. Mais non, c'est normal. Tout à fait normal. C'est bien, j'adore cette image, effectivement. Donc, du coup, Jean-Philippe, ces convictions, vous les avez ensuite portées hein, après cette entreprise, hein, Oui, en étant consultant, hein, vous avez redressé pas mal des... de boîtes, pas mal de boîtes. Ouais. Développées, alors, pas que redressées, aussi développées. Hein. Il y a des Oui. entreprises qui m'ont appelé pour Redressé développer. et développé, même j'allais dire, hein, comme Ouais, vous avez pu le développer, ouais. faire. Hmm. Toujours avec succès parce que ça marche, quoi. Parce que ça fonctionne, c'est comme ça. C'est pas des théories fumeuses. Vous savez, après j'ai passé un MBA et j'ai des profs de stratégie. Donc là, on a des théories, on a des techniques, etc. qu'il faut mettre en place. Mais c'est pas ça qui fait gagner une entreprise. Ce qui fait gagner une entreprise, c'est qu'est-ce que je porte moi comme enthousiasme, comme positif, comme optimisme, comme volonté, comme persévérance, et puis comme regard bienveillant. C'est ça qu'on fait gagner une entreprise. Et donc, quand j'ai redressé mes boîtes ou quand j'ai développé les entreprises, je partais toujours, et je disais aux dirigeants qui me payaient, attention, je vous donne moi mon leitmotiv, c'est la réussite d'entreprise passe par le bien des collaborateurs et l'optimisme des dirigeants. On va travailler sur ces deux clés. Ah non, je n'ai pas envie, monsieur, moi j'y crois pas. Ouais, je ne comprends pas pour travailler ensemble. Ah, j'y crois pas, je vous fais confiance. Alors on va pouvoir bosser ensemble. Et du coup, Jean-Philippe, parce que j'ai des clients qui me disent, bon, bah, très bien, Martine, j'entends bien sur l'optimisme, mais comment je fais, moi, en tant que dirigeant ou en tant que chef d'entreprise, pour impulser cet optimisme? Comment je fais? Qu'est-ce que vous leur répondriez? Alors, ce que je leur réponds, c'est est-ce que d'abord votre cap est clair? Ah, Est-ce que vous-même, vous savez où vous allez? Parce que si vous ne savez pas où vous allez, vos collaborateurs ne peuvent pas savoir où ils vont. Bon, est-ce que le cap est clair? Ah, ben, pas tout à fait, on ne sait pas trop, etc. J'ai dit, alors vous allez le travailler, mais vous n'allez pas le travailler tout seul. Vous allez le travailler avec vos collaborateurs. Je suis en train de le mettre en place dans une entreprise qui a un très, très gros. Elle est une entreprise en développement, elle va doubler son chiffre d'affaires en un an. Vous ah, savez qu'une entreprise qui double son chiffre d'affaires en un an, elle a un risque de mort. oui. Contrairement à ce qu'on croit, Ah oui. elle a un risque énorme parce que je fais l'avance de trésorerie, je suis payé après, etc. Bon. Donc là, c'est très dangereux. Et donc, effectivement, je lui dis, est-ce que votre cap est clair, etc. Ben non, c'est pas clair, etc. Je lui dis, alors vous allez le travailler, mais pas le travailler seul. Vous allez travailler avec vos collaborateurs. Et ce qu'on met en place en ce moment, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'avais 27 ans. C'est-à-dire qu'il va interviewer, on a travaillé sur une liste de questions, il va interviewer, il a 50 collaborateurs, il va interviewer les 50 collaborateurs sur cette liste de questions. Et je lui dis, quand vous aurez fait ce travail-là, votre cap sera clair et peut-être même que le chemin sera clair. Et Ah. puisque vous l'aurez fait en commun, il y aura des valeurs, il y aura un sens, il y aura une mission, et l'ensemble de vos collaborateurs vont monter avec vous dans votre projet. Hmm. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Et la première des choses, c'est, monsieur, est-ce que votre cap est clair? Et s'il n'est pas clair, on va le construire. Ah. Si le cap est clair, ça veut dire qu'il faut le faire partager. Parfois, j'ai des dirigeants qui ont un cap clair. Mais est-ce que vos collaborateurs le savent? Hmm. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être non. Je ne sais pas. En fait, je me suis même jamais posé la question. Mais j'ai dit, mais comment voulez-vous qu'ils vous suivent? Votre cap n'est pas clair. Comment voulez-vous qu'ils montent dans votre avion si le cap n'est pas clair? Donc, il faut après communiquer, communiquer. Et on recommence. Alors, on me dit, Jean-Philippe, on perd du temps avec les réunions. J'ai dit, vous allez tellement gagner derrière. Perdez ce temps tout de suite, quoi. Ouais. Hmm. Et Donc, on voilà. commence par le cap, hein, Ouais, clair. le cap, parce que le cap, c'est la confiance. Hmm. L'optimisme. C'est quoi l'optimisme? Euh, L'optimisme, c'est une valeur d'interprétation du futur. C'est Ah. est-ce que je crois au futur? Est-ce que j'ai ma place dans ce futur? Est-ce que mon équipe a la place dans ce futur? Et comment je suis acteur du futur? Hmm. Le pessimiste, c'est souvent un spectateur du futur, quoi. Quelqu'un Oui, qui a peur du futur. Moi, en souvent, ce fait. que je dis, c'est quoi? Sur une définition simpliste, je dis, c'est quoi un pessimiste? Un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Et c'est quoi un optimiste? Un optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui sait que ça va bien se passer. C'est un peu simpliste, mais je vous assure que c'est tellement vrai. Oui. L'optimiste sait que ça va bien se passer. Quand je dis, je vais être chef d'entreprise, de quoi? J'en sais rien, mais je sais que ça va bien se passer.
Quand pendant le Covid, je perds 100%, 100%, 100% de mon carnet de commande. Et que je vois mon associé, je lui dis, tu sais, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il me dit quoi? Je lui dis, j'en sais rien. Mais on va le faire. On va le faire. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a créé une plateforme, millésime.bes, on a aidé en un an 2300 chefs d'entreprise. On l'a fait. Et c'est ça l'optimiste. L'optimiste, il part sur des convictions, c'est que tout est possible à qui a envie de réussir. Voilà. Et ça, c'est un choix, mais ça se développe aussi l'optimisme. Et je raconte dans mes conférences, quand mon père a 87 ans, de négatif, très pessimiste, etc., très noir, parce qu'il l'a voulu, a réussi, et c'est ça qui est important, parce qu'il l'a voulu, a réussi à devenir beaucoup plus positif et beaucoup plus optimiste. Il est décédé à 95 ans l'année dernière. Je peux vous dire, pendant 8 ans, ça n'a pas été la même vie qu'il a eue, et la même vie pour nous, surtout la famille. Ça a été complètement différent. On a eu un père pendant 8 ans. On a eu, entre guillemets, un étranger, pas un étranger, mais quelqu'un qui était très dur, qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on fuyait. Et pendant 8 ans, on ne l'a pas fui. Pendant 8 ans, ce père qui nous avait dit jamais je t'aime, nous disait je t'aime. Ça a tout changé dans la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que c'est comme si c'était de l'inné, il n'aurait jamais changé. Jamais. Parce que comme c'est de l'acquis, parce qu'il a voulu avoir un autre acquis. Il a pu changer. Ce qui veut dire que si un homme de 87 ans peut changer, un jeune peut changer, un adulte peut changer, un homme de 40 ans, enfin un homme, une personne de 40 ans peut changer, n'importe qui peut changer. Mais à partir du moment où il a conscience qu'il peut changer. Il a conscience qu'il peut changer, il a décidé, parce que vous avez dit Il a quelque décidé, il a chose de décidé. tellement important. Il a décidé. La première chose à faire, c'est de décider de devenir Voilà. actrice. Mais après, on me dit, Avoir mais, la conviction, on me en dit, fait, que on c'est dit, mais Jean-Philippe, pourquoi veux-tu que je décide? Je dis, mais est-ce que tu es heureux en tant que pessimiste? Bah, pas trop, mais bon, c'est mon caractère. Non, c'est pas ton caractère. N'oublie pas que tu vis que 30 000 jours. Est-ce que tu as envie de continuer à vivre malheureux ou est-ce que tu as envie de continuer à vivre heureux? Est-ce que tu as envie de continuer à donner du négatif aux autres ou tu as envie de donner du positif aux autres? C'est un choix, c'est ton propre choix. Mais tu peux le faire. Et oui, parce que l'optimisme mène à la performance, mais mène aussi au bonheur. Mais l'optimisme mène au bonheur, parce que le bonheur donne la performance. Quand je mets en place, quand j'ai 27 ans, ce management basé sur le bonheur, entre guillemets, sur le bien-être, ça me crée la performance. Ça crée la performance. Du reste, il y a des études qui ont été faites par Harvard sur plus de 2000 entreprises qui démontrent que quand on met en place un management basé sur l'optimisme, le bien-être, le bonheur, etc., j'augmente mes ventes en moyenne de 37%. 37% en moyenne. Ça veut dire une moyenne, ça veut dire qu'il y a moins, mais qu'il y a plus. J'augmente mon efficacité de 26%. J'augmente ma rentabilité de 19%. Je fais baisser l'absentéisme de 26%. Je fais baisser le turnover de 6%. Pourquoi? Parce que je suis heureux d'être là, j'ai du sens de mon travail, je sais pourquoi je fais ça, je suis bien considéré et que le travail devient épanouissant plutôt qu'une contrainte. C'est ça l'optimisme. Superbe. Est-ce que vous avez quelque chose, un mot pour finir ou quelque chose à rajouter, Jean-Philippe? Alors, je veux juste dire que la vie, ce sont des hauts et des bas et que j'ai connu beaucoup de hauts, de très beaux hauts. J'ai connu des bas et les bas, je vous assure que moi, je suis allé au bout du bout. Je suis allé vraiment en bas et que si je n'avais pas pris la décision d'être heureux, peut-être que je n'aurais pas rebondi pareil. Si je n'avais pas pris la décision d'être optimiste, peut-être que je n'aurais pas rebondi pareil et que chaque bas m'a construit et que chaque bas a fait en sorte que j'avais des hauts encore meilleurs et j'ai eu une vie extraordinaire. Et souvent, on me dit, mais Jean-Philippe, si vous deviez refaire des choses dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Et je dis, je referais tout. Tout. Pourquoi? Parce que je ne peux rien changer. Donc, ça ne veut pas me poser la question de ce que j'aurais fait ou pas fait. Je referai tout. Parce que tout m'a construit, j'ai été heureux. Même dans mes bas, j'ai été heureux. Voilà ce que je voudrais vous dire en conclusion. Magnifique conclusion. Un grand, grand merci de ce temps d'échange, Jean-Philippe. Merci Martine. C'était Martine Chaillet et Jean-Philippe Ackermann. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller sur mon profil LinkedIn, Martine Chaillet, CHAI2LET. Je mettrai le lien vers ce podcast-là et vous pourrez nous poser des questions. Jean-Philippe et moi, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et je vous mettrai aussi les coordonnées de Jean-Philippe et de son livre aussi sur mon podcast dans les commentaires.
Merci à vous encore, Jean-Philippe, et Merci beaucoup, Martine. très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.